Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé Bernard Guetta sera l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer les droits de l'homme sur le vieux continent. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons du Conseil européen. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur les droits des consommateurs. Les expressions populaires, être très connu, les Français disent être connu comme le loup blanc. Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Vincent Arnoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des projets européens au sein de l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées de Rouen-Normandie. En quelques mots, pour commencer, sur l'INSA, c'est une école d'ingénieurs avec 8 laboratoires. Vous proposez différentes formations, collaborez avec des grandes entreprises. Dans quel domaine est l'INSA? Alors, 4 principaux domaines: la chimie, l'informatique, la mécanique et l'énergétique. Ensemble, donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu plus particulièrement à l'Europe. D'abord, vous, l'Europe, pour vous, c'est quoi? Quel est votre lien personnel avec l'Europe? Alors, l'Europe, pour moi, c'est comme une grande famille. Il y a un proverbe qui dit « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ». Ça l'illustre bien. Et puis, un lien très personnel, une expérience Erasmus en Allemagne très réussie. Vous êtes en charge des projets européens à l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées Rouen-Normandie. Alors, l'INSA bénéficie de fonds européens pour mener à bien certains de ses projets. 3 programmes vous permettent de financer vos projets. Le Fonds européen de développement régional, FEDER, l'Interreg et enfin Horizon 2020. Quelles sont les spécificités de ces programmes et en quoi vous sont-ils utiles? Donc, 3 différents programmes avec des financements de l'Union européenne. Le premier, vous l'avez cité, le FEDER, Fonds européen de développement régional. Et c'est de l'argent qui est donné par la Commission européenne à l'État français, qui le redonne aux régions françaises, qui ensuite vont le distribuer à des porteurs de projets. Voilà, donc là, on finance du développement régional. Le programme Interreg, vous l'avez cité, on est sur de la coopération transfrontalière. Nous, par le passé, ici en Normandie, on travaillait beaucoup avec le sud de l'Angleterre. Maintenant, on travaille plus avec l'Europe du Nord-Ouest. Et enfin, vous avez cité le programme Horizon 2020, qui est le programme cadre de recherche et de développement de la Commission européenne. Voilà. Là, on finance des consortiums de partenaires dans toute l'Europe. Sans ces financements européens, est-ce que vous pourriez mener à bien vos projets? Alors, on ne pourrait pas mener de tels projets, clairement. Des projets que vous menez parfois avec des partenaires, notamment d'autres universités européennes. On va passer en revue, si vous le voulez bien, plusieurs de ces projets qui sont financés par des fonds européens. Et on commence avec le projet Aéroflamme, qui vise à développer de nouveaux moyens de caractérisation expérimentale. C'est-à-dire? Alors, donc là, on est vraiment sur l'idée de mieux comprendre le comportement des matériaux composites. Donc ces matériaux qui sont plus légers, qui ont des propriétés plus intéressantes que l'acier et certains métaux. Donc on remplace ça dans beaucoup d'avions, par exemple, pour gagner en poids, et connaître le comportement de ces matériaux en cas de feu. Voilà. Cette connaissance va nous permettre de faire des prédictions et ainsi d'améliorer la fiabilité. Donc concrètement, ça aide à financer quel type le laboratoire de recherche, c'est ça? Exactement. Alors les financements vont permettre de financer les laboratoires de recherche pour faire de l'échange de bonnes pratiques, des pratiques de recherche et développement, en finançant du matériel, du temps de personnel, du consommable. Qui travaille à l'INSA? Des étudiants, mais aussi des professeurs qui font de la recherche, c'est ça? Très bien. Alors l'INSA fait à la fois de la formation, elle forme des étudiants, et à la fois des activités de recherche. Qui fait de la recherche à l'INSA? Les enseignants-chercheurs, qui ont une double casquette. Ils font à la fois de l'enseignement et de la recherche. Il y a aussi des chercheurs contractuels et aussi certains qui sont formés par la recherche, ce sont les doctorants. Donc un autre projet, le projet BioEngine, qui participe activement à la recherche des solutions scientifiques de l'amélioration de l'efficacité énergétique en vue de la réduction des pertes d'énergie dans les systèmes énergétiques. C'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous pouvez vulgariser ce projet ? Alors l'idée, c'est vraiment
On a des moteurs à combustion. On utilise encore du carburant. Et encore pour quelques années. Voilà. On n'est pas encore passé au tout électrique, on n'est pas encore passé à d'autres types de carburants. Avec les carburants actuels, on peut encore améliorer les choses. C'est-à-dire consommer moins pour produire plus d'énergie. Voilà l'idée de ce qui est fait dans le cadre de ces recherches. C'est un projet écologique ? Bien sûr. Comme beaucoup c'est vraiment un enjeu principal pour l'Union européenne, qui est repris au niveau national, au niveau régional et au niveau de l'INSA Rouen-Normandie. Ça fait partie de nos axes stratégiques et dans lesquels on s'investit pleinement. Et concrètement, ça, au quotidien, pour les chercheurs, les fonds, ils leur permettent de quoi ? D'acheter du matériel, d'acheter de faire des expériences, c'est ça ? Alors déjà, la première des matières, souvent, c'est l'être humain. Il faut de la main-d'œuvre. Donc en plus des chercheurs titulaires, ou déjà présents dans l'établissement, parfois on va embaucher. On va embaucher des post-doctorants, des ingénieurs de recherche. On va embaucher du personnel dédié pour ce projet. Ça, c'est le début. Ensuite, on va avoir besoin de matériel spécifique pour faire des expériences. Là, on va avoir besoin de consommables. On va utiliser beaucoup de matériel. Et enfin, éventuellement, on va se déplacer pour effectuer des missions à l'étranger, pour rencontrer d'autres homologues et faire des échanges de bonnes pratiques. Et ces déplacements, ils sont financés par l'INSA ? Alors, par l'INSA, et notamment ici éventuellement financé dans le cadre d'un projet. Par exemple, quel type de déplacement, où est-ce que vous vous rendez pour échanger sur ces projets ? Alors, la place centrale, souvent, c'est Bruxelles, dans le cadre d'un projet européen classique. Un consortium, donc le consortium, c'est le terme pour un partenariat d'ensemble de différents partenaires. Bruxelles va être la place centrale. Tous les chercheurs vont se réunir pour faire des meetings communs. Et éventuellement, après, on va organiser une rotation entre les différents partenaires du projet, pour aller une fois en Allemagne, une fois en Espagne, parfois chez un industriel, voir comment il implémente les solutions sur ses produits, ou dans un centre de recherche spécifique dans différents pays. Vous recevez également des missions européennes comme celle-là ? Complètement. On reçoit beaucoup de personnes qui viennent pour des durées plus ou moins longues, qui peuvent être très courtes, des visites d'une journée, ou des séjours beaucoup plus longs. Le coronavirus, est-ce qu'il a impacté ces projets ? Est-ce que vous avez dû annuler certaines rencontres ? Alors, les mobilités physiques, oui, clairement. Il y a beaucoup de déplacements qui ont été annulés, des événements où à la fois on fait de l'échange, du réseautage, des bonnes pratiques, de la pratique de recherche et développement, clairement. Voilà. Il a fallu s'adapter et se recentrer sur d'autres types d'activités qui pouvaient se faire de manière dématérialisée. Alors, j'aimerais avec vous maintenant parler d'un autre projet, le projet CO2 Viridis. Alors, c'est un projet qui a pour objectif de développer les nouveaux procédés catalytiques assistés par plasma pour la valorisation du CO2. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le CO2, vous connaissez, le dioxyde de carbone, on en émet trop. C'est un des gaz responsables des gaz à effet de serre. Donc, cet effet de serre qui est nuisible. Donc là, l'idée de ce projet, c'est justement de valoriser ce CO2. Ce CO2, on en a trop, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser ? Et de quelle manière pour en faire de l'énergie ou l'utiliser pour des produits pour la chimie, par exemple ? Autre projet, le projet Cryos, qui vise à réaliser une preuve de concept de l'intégration de matériaux à changement de phase, MCP. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, encore une fois. Les matériaux subissent, notamment dans le domaine aéronautique, beaucoup de contraintes. Le chaud, le froid, les vibrations, les changements de température brusques. Et là, l'idée, c'est d'analyser qu'est-ce qui se passe dans le matériau lors de ces variations de température, de changement de phase et compagnie. Et ensuite, voir l'impact sur leur fiabilité. Dernier projet que j'aimerais évoquer avec vous, le projet ClipFAM. Donc c'est le cycle pour caractérisation du lit de poudre pour la fabrication additive métallique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, vous connaissez l'impression 3D ? Oui. Eh bien, on l'applique aussi avec des matériaux métalliques. On commence, et l'idée, c'est de voir un peu comment est-ce que ces matériaux vont se comporter. Quelles vont être leurs propriétés ? Donc, tous les projets de l'INSA, ils ont vocation à un jour avoir un retentissement sur le quotidien de tout le monde. Alors, on parle de recherche, on parle de développement, on parle d'innovation. Les idées, on produit des idées. Produire des idées, c'est bien,
Mais ensuite, ces idées, il faut pouvoir les transférer pour en faire des produits, des services, des nouvelles pratiques qui vont effectivement impacter notre quotidien. Ce sont des recherches très pointues qui auront forcément un impact sur le quotidien. Comment est-ce que vous faites pour convaincre les fonds européens de vous financer justement ? Alors les fonds européens sont parfois très compétitifs. Vous avez cité le programme Horizon 2020. Le taux de réussite d'un projet déposé est de l'ordre de 10%. Donc en moyenne, on dépose 10 projets, il y en a un qui est retenu. Sachant que c'est un temps très important de préparation de ces projets. Donc il y a un degré de sélectivité qui est élevé, mais derrière une excellence. Merci Vincent Arnoux d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes en charge des projets européens de l'INSA. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse au Conseil de l'Europe avec la Maison de l'Europe et le Centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi ? Pauline Simons-Desmet, chargée de mission jeunesse à la Maison de l'Europe de l'Eure, c'est quoi le Conseil de l'Europe ? Le Conseil de l'Europe n'est pas une institution européenne et pourtant on aurait bien envie de le classer dedans vu son nom. Pire, cela porte à confusion car le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne sont bien, elles, des institutions européennes. Le Conseil de l'Europe est une institution internationale basée à Strasbourg qui est composée de membres de l'Union européenne mais aussi de l'Europe géographique comme la Turquie, l'Albanie ou l'Ukraine. En tout, elle compte 47 membres. Son rôle est de défendre les droits humains, la démocratie et l'état de droit sur le vieux continent. Ces 3 thèmes sont donc au centre de ses travaux, recommandations et évaluations. La Cour européenne des droits de l'homme y est rattachée afin de faire vivre et de rendre contraignante la Convention européenne des droits de l'homme. On vous rappelle que si le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme agissent sur le continent européen, ni l'un ni l'autre ne sont des institutions européennes. L'eurodéputé Bernard Guetta est l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer les droits de l'homme sur le vieux continent. Zone Europe, l'invité politique. Bernard Guetta, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, membre du groupe Renew Europe, vice-président de la sous-commission des droits de l'homme. Alors tout d'abord, en Pologne, plusieurs villes ont mis en place des zones sans LGBT, une initiative critiquée par Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que les zones sans LGBT n'ont pas leur place dans l'UE. C'est, j'imagine, un sentiment que vous partagez également, mais comment est-ce qu'on peut réagir face à la Pologne ? Première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une zone LGBT-free, comme il dit ? Parce qu'ils vont aller vérifier chaque personne, homme ou femme, gay ou lesbienne. Non, écoutez, ça n'a absolument aucun sens. C'est évidemment une déclaration, c'est une posture politique. Nous n'admettons pas cela, mais ça ne veut rien dire de plus. Ça ne veut rien dire de plus parce que, heureusement, dans la Pologne d'aujourd'hui, on ne pend pas les homosexuels comme dans la Grande-Bretagne d'il y a, rappelons-le, quelques décennies seulement, ou comme dans l'Iran d'aujourd'hui, ou dans bien d'autres pays. Non, c'est une posture politique qui est à dénoncer. Comment est-ce qu'on la dénonce ? Eh bien, écoutez, on la dénonce comme toutes les violations des droits de l'homme, particulièrement dans un pays membre de l'Union européenne. Mais quand on a dit ça, on a dit toute la difficulté de la chose. Parce que pour l'instant, pour sanctionner de quelque manière que ce soit un pays membre de l'Union européenne, ben écoutez, il faut l'unanimité. Et évidemment que le pays visé ne va jamais voter contre lui-même. Autrement dit, vous m'avez compris, pour l'instant, on ne peut rien faire. Et c'est ce qui se passe depuis plusieurs années déjà, où les régimes polonais et hongrois violent un certain nombre de dispositions légales relevant tout simplement du respect de l'état de droit. Alors les choses peuvent évoluer maintenant, puisqu'il y a l'idée de conditionner l'octroi des fonds du plan de relance à un strict respect de l'état de droit et notamment de la lutte contre la corruption. Parce que, évidemment, ça pose un problème non seulement politique et moral, mais aussi financier à l'Union européenne. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. La bataille est très difficile à mener. Alors, on ne peut rien faire, mais pourtant, il y a une procédure qui a été déclenchée par la Commission européenne en décembre 2017 pour risque de violation grave des valeurs de l'Union européenne. Où est-ce que ça en est, cette procédure, et est-ce qu'elle peut aboutir sur quelque chose ? Non, pour l'instant, elle n'a pas beaucoup
fait progresser les choses, mais simplement elle pose un problème politique aux régimes qui sont concernés, parce que c'était quand même pas très agréable pour eux d'être montrés du doigt et accusés de violer l'état de droit, ou plus précisément en Pologne par exemple de violer l'indépendance de la justice. Alors ils s'en défendent bien sûr, ils disent que pas du tout, au contraire ils sont les meilleurs démocrates du monde et les plus respectueux, etc. Mais au dernier Conseil européen, je veux dire le plus important, celui de juin, où a été adopté le plan de relance, les 750 milliards, eh bien tout le monde a été d'accord, y compris les régimes polonais et hongrois, sur le fait qu'on passait à un régime de conditionnalité pour l'octroi des fonds du plan de relance. Mais maintenant, on est au pied du mur. Il faut véritablement concrétiser cela. Et quand il s'agit de concrétiser, évidemment, on se heurte à beaucoup de réticences, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de surenchères en même temps du Parlement, dont je fais partie, qui veut plus et immédiatement. Alors, entre le Parlement qui veut plus et immédiatement, les régimes polonais et hongrois qui veulent rien du tout, les autres pays, les autres capitales qui essayent de trouver le compromis nécessaire, la Commission d'eux-mêmes qui essaie, etc., ce n'est pas simple et quelques semaines pour trouver la solution. Alors, avant d'être élu au Parlement européen, vous avez notamment été journaliste, notamment correspondant pour le journal Le Monde à Vienne dans les années 80. Vous avez donc suivi d'un peu plus près l'actualité en Pologne à cette époque, et notamment le combat de Lech Wałęsa contre le communisme et en faveur des libertés. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la Pologne se soit autant égarée au niveau des libertés ? Écoutez, la Pologne ne s'est pas égarée. Une partie de la Pologne, qui est pour l'instant majoritaire, mais qui ne le sera pas éternellement. À la dernière élection présidentielle, l'opposition, il s'en est fallu d'un point, virgule 2, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, enfin vraiment d'un écart extraordinairement minime pour que la Pologne, la minorité, l'opposition ne l'emporte pas. Donc il ne faut jamais oublier, quand on parle des violations de l'état de droit par les régimes polonais et hongrois, que c'est une partie de ces pays et que l'autre est à la fois extraordinairement démocrate, pro-européenne et tout à fait opposée à ces violations des droits de l'homme et de l'état de droit. Alors, autre pays que vous venez de citer, la Pologne, elle est souvent montrée du doigt en matière de discrimination, de racisme, d'atteinte aux libertés. C'est la Hongrie avec donc son Premier ministre Viktor Orban. Là encore, comment l'Union européenne peut agir pour lutter contre les discriminations ? Mais c'est exactement le même problème. Il y a pour ce régime des sanctions la nécessité pour l'instant de l'unanimité. Il faut changer ça. Il faut évidemment le changer, de même qu'il faut changer, et ça n'est pas plus facile, la règle de l'unanimité en matière fiscale ou en matière diplomatique. En matière diplomatique, par exemple pour imposer des sanctions au régime bélarusse, à M. Loukachenko, eh bien oui, il fallait l'unanimité. Et un pays, Chypre, s'est servi de cette nécessité de l'unanimité pour dire « Ah, attention, si nous n'imposons pas, nous, l'Union européenne, des sanctions contre la Turquie, eh bien, je bloque les sanctions contre le régime bélarusse. » Ça a duré presque 8 jours. Ben, voilà. Et pour ce qui est du régime fiscal, alors là, c'est encore plus flagrant, parce qu'il y a des pays membres de l'Union européenne qui n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'on harmonise les dispositions fiscales, soit parce qu'ils ont fait de leur pays des presque paradis fiscaux, en tout cas des endroits où il est très confortable d'installer le siège social de son entreprise parce qu'on y paye beaucoup moins d'impôts qu'ailleurs, et bien évidemment ces pays ne sont pas du tout favorables à la disparition de la règle de l'unanimité en matière fiscale.
Autre sujet, le classement mondial de la liberté de la presse qui a été fait par Reporters sans frontières. La Hongrie se trouve 89e, la Pologne 62e, la France 34e, tandis que la Norvège, la Finlande, le Danemark occupent les 3 premières places du classement. Est-ce que vous redoublez de vigilance en ce qui concerne la liberté de la presse dans l'Union européenne ? Écoutez, oui, c'est un sujet de préoccupation vraiment majeur et permanent. Mais vous savez, le ranking, comme on dit, je déteste le mot, mais enfin bon, je l'emploie volontairement pour marquer une distance. Le ranking, comme on dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que véritablement, en France, la liberté de la presse est menacée ? Je n'en suis pas convaincu. Franchement, je n'en suis pas convaincu. Est-ce que la liberté de la presse serait tellement mieux garantie en Finlande ou au Danemark, 2 des pays que vous citiez, qu'elle ne l'est en France ? Pardonnez-moi, mais je n'en suis pas convaincu non plus. Oui, on peut prendre tel ou tel critère, etc. Bien sûr que oui. Écoutez, j'ai été journaliste 50 ans de ma vie, je l'ai été en France, je continue à l'être puisque j'écris régulièrement dans des journaux européens, pas seulement français, mais enfin aussi français. Non, je n'ai pas le sentiment que la liberté de la presse soit fondamentalement menacée. La crise sanitaire a d'ailleurs parfois été utilisée comme prétexte pour des atteintes à la liberté de la presse. Dans certains pays, la version officielle ne doit pas être remise en cause, par exemple, ou des lois contre les fausses informations. Dans certains notamment. pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Oui. Donc, il y a certains des fois des abus, par exemple en Hongrie ou aussi en Russie. Alors, la Russie n'est pas membre de l'Union européenne, comme nous le savons. La Hongrie l'est. Et effectivement, le régime hongrois, on en parlait, est l'un des 2 régimes qui bafouent non seulement la liberté de la presse, mais bien d'autres libertés. Et puis la pandémie a aussi exacerbé les tensions et les discriminations envers certaines communautés. Par exemple, notamment contre la communauté des Roms. D'après un rapport qui a été publié par le Centre européen pour le droit des Roms, comment est-ce qu'on peut expliquer que la crise sanitaire a eu un impact négatif sur certaines communautés ? Mais parce que toute pandémie, à toute époque de l'histoire de l'humanité, frappe avec une dureté beaucoup plus grande tous les milieux défavorisés. Qu'il le soit socialement ou ethniquement, qu'il soit en butte à la misère ou au racisme, ou aux deux, parce que cela va souvent de pair. Ce n'est pas, hélas, une nouveauté, c'est une constante. Mais précisément, c'est là qu'est le scandale. C'est là qu'est le scandale parce que nous n'avons toujours pas changé cela, alors que cela existait déjà du temps de la première peste au 7e siècle et du temps de la 2e ou de la 3e, je ne sais plus, au 14e puis au 15e siècle. Eh bien, les choses n'ont pas changé depuis, de ce point de vue. Sur la Russie, maintenant, j'aimerais qu'on s'y attarde quelques instants. Vladimir Poutine est un allié de poids pour le président de la Biélorussie, Loukachenko, un pays qui est en crise actuellement. Il y a eu une tentative d'assassinat de l'opposant Alexei Navalny, et puis aussi le conflit en Ukraine. La situation, elle est déjà préoccupante dans la région sur le plan de la liberté. Est-ce que vous pensez qu'elle peut encore se dégrader ? Et de quelle manière Vladimir Poutine souffle-t-il le chaud et le froid sur ces questions ? Écoutez, il ne souffle pas le chaud et le froid, il souffle le froid de manière permanente. La situation des libertés peut-elle se dégrader dans cette partie du continent ? Oui, bien sûr, parce que ça peut toujours être pire. Mais écoutez, elle est déjà très très dégradée. Elle n'est même pas dégradée, elle est franchement catastrophique. C'est tout. Il n'y a pas de liberté de la presse en Russie, évidemment pas. Ou alors... vous savez, c'est faux semblant. Il y a une radio à Moscou qui s'appelle l'Écho de Moscou, Echo Moskvi, qui bénéficie d'une certaine liberté de ton. Oui, parce que c'est dans la capitale et c'est une vitrine. Mais cela étant, cette liberté de ton, elle est réelle. Mais c'est une vitrine en même temps. À part Echo Moskvi, je me demande où est la liberté de la presse en Russie. Est-ce qu'on peut dire qu'on a encore affaire à des démocraties au regard de tout ce qu'on peut voir, des prisonniers politiques ? C'est ce qu'on appelle d'un néologisme que j'aime bien, des démocratures.
C'est-à-dire que oui, il y a des échéances électorales, la date des échéances électorales est respectée, mais la presse étant aux mains du pouvoir, et particulièrement évidemment les télévisions, la campagne est complètement faussée, les opposants n'ont pas droit à des temps de parole ou alors à 4 heures du matin sur des chaînes inconnues. Est-ce que ce sont réellement des élections libres? La réponse est catégoriquement non. Ce ne sont pas des élections. Et face à des pays qui bafouent régulièrement certains droits de l'homme, comme la Russie, la Chine, comment l'Union européenne peut-elle agir pour faire pression sur ces pays-là? Écoutez, on va répondre par élimination. Est-ce que l'Union européenne peut aller envahir la Chine ou la Russie? Non, en tout cas ce ne serait pas souhaitable, je ne le conseillerais pas. Est-ce qu'elle peut téléphoner à M. Xi Jinping et M. Poutine en disant « Ah là, ça suffit maintenant, hein. Alors, maintenant on va respecter la liberté de la presse ». Bon, vous me comprenez? Oui. Non, ça ne marchera pas non plus. Alors il y a 2 choses à faire. Il y a premièrement les pressions politiques et les pressions économiques, c'est important. Mais il y a surtout, l'exemplarité de l'Union européenne. Il faut être exemplaire. Il faut montrer que quelque chose d'autre existe. Et deuxièmement, il faut s'adresser directement au peuple russe pour lui dire, écoutez, contrairement à ce que vous disent vos dirigeants, nous ne sommes pas vos ennemis. Bien au contraire, nous aimerions tellement pouvoir assurer la sécurité et la coopération économique sur tout le continent européen en concluant des accords en ce sens avec vous, mais malheureusement, vos dirigeants se comportent si mal que nous n'y arrivons pas, que nous ne le pouvons pas, mais le jour où nous le pourrions, sachez que ce serait notre vœu le plus cher. Et puis il faut tabler sur l'évolution sociologique de la société russe et un jour peut-être déjà d'ailleurs, de la société chinoise. Ce qu'on appelle les jeunes urbains en Russie sont comme dans tous les pays du monde aujourd'hui, du monde développé ou en développement, en ce sens qu'ils aspirent à la liberté, qu'ils aspirent à la démocratie, qu'ils aspirent au respect de l'état de droit. Et regardez qu'aujourd'hui, si les résultats n'étaient pas truqués, toutes les grandes villes de Russie seraient aux mains de l'opposition, comme les 10 plus grandes villes de Hongrie sont passées aux mains de l'opposition, comme la municipalité de Varsovie est aux mains de l'opposition. Et on pourrait multiplier les exemples, comme la municipalité, par exemple, d'Istanbul, en Turquie, est aux mains de l'opposition et non pas de M. Erdogan. Alors voilà ce sur quoi il faut tabler. L'exemplarité, l'évolution sociologique et l'aspiration à ces valeurs universelles et non pas européennes, que sont les droits de l'homme et la liberté d'une manière générale. Merci Bernard Guetta d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Merci à vous. Que fait l'Europe dans notre quotidien? Les droits des consommateurs. Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Votre nouvelle paire de chaussures ou votre veste achetée sur Internet ne vous va pas ou ne vous plaît pas, eh bien, vous avez le droit de renvoyer votre commande. En effet, si vous avez acheté des produits en ligne, ou bien par téléphone, ou par correspondance, vous avez le droit de les renvoyer. Vous n'avez pas à vous justifier. Et oui, vous avez tout simplement le droit de changer d'avis. Il faut renvoyer ces produits dans un délai de 14 jours et demander à être intégralement remboursé. Le délai de 14 jours démarre à partir du jour où vous recevez votre commande. Il existe naturellement quelques exceptions. Le délai de réflexion ne s'applique pas pour les places de concert, des billets d'avion, des produits alimentaires ou fabriqués sur mesure. Sachez par ailleurs qu'il existe une garantie légale gratuite de 2 ans pour tous les produits, que vous les ayez achetés en ligne, par correspondance ou dans un magasin. Cette garantie, vous pouvez la faire valoir même si le commerçant ou le fabricant affirme que son produit n'est garanti que 1 an. Une garantie commerciale ne remplace pas la garantie légale de 2 ans. Ainsi, dans toute l'Union européenne, si vous achetez un produit qui se révèle défectueux, qui ne fonctionne pas ou qui ne correspond pas à sa description, le commerçant est tenu de le réparer, de le remplacer, de le rembourser ou de vous accorder un rabais.
Les expressions populaires, être très connu, les Français disent être connu comme le loup blanc, les Néerlandais disent être connu comme le chien multicolore. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Au Portugal, on dit ser mais conhecido que o pape, ce qui signifie être plus connu que le pape. En Italie, on dit essere conosciuto come l'erba bettonica. Cela signifie être connu comme l'herbe labétoine. En Espagne, on dit ser más conocida que la Pepita en su barrio. Être plus connu que Pepita dans son quartier. Zone Europe, c'est terminé. Merci beaucoup aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.